Bonjour et bienvenue dans Business Models, l'émission de Télésud qui vous donne envie d'entreprendre, en tout cas on l'espère. Alors, si vous avez envie de donner un coup de boost à votre carrière, regardez cet épisode. Bonjour Cyril. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. On va parler ensemble de votre aventure entrepreneuriale, en tout cas la dernière, la plus récente, qui est Rocket School. En un mot, c'est quoi le pitch de Rocket School ? Rocket School, c'est une école, un peu de nouvelle génération, où on va former ceux qui vont aller vous chercher du business. On va former les growth hackers, on va former les commerciaux, on va former les customer success. Ceux qui sont en première ligne, on pourrait dire, pour filer une métaphore actuelle. Tout à fait. Ceux qui vont chercher, qui vont vous aider. Et surtout en ce moment, effectivement, avec l'actualité, avec le Covid, les sociétés qui sont un peu mises à mal parfois avec une baisse d'activité se retrouvent à avoir besoin de gens pour aller chercher du fuel, pour mettre du fuel dans le moteur, pour que la machine redémarre. Et ça, c'est les commerciaux qui font ça. Bon, on va revenir sur ce modèle et cette école nouvelle génération que vous lancez, qui est un modèle très intéressant. Mais auparavant, un petit tour d'horizon de l'actualité. Quand j'entends école nouvelle, je pense à Xavier Niel. Alors, il avait déjà lancé l'école 42 dans le monde digital qu'il connaît bien. Et là, surprise, c'est l'agriculture qu'il va accompagner avec Hectare. Tout à fait. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'avais entendu un petit peu parler de ce sujet parce qu'il est piloté de façon opérationnelle par Francis Nappé, qui était un des fondateurs de Blablacar, donc qui est plus opérationnel, qui était leur CTO, et qui a décidé d'accompagner Xavier Niel sur ce sujet. Donc on en a beaucoup parlé. Et ce que je trouve super intéressant, c'est l'implication du privé, main dans la main avec le public, pour aller dans ce domaine de l'éducation, pour aller sur des métiers qui sont en tension. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en effet, on sort du digital, on va essayer de craquer, comme on dit dans le monde, dans l'univers des startups, le code de l'agriculture, qui finalement est le plus vieux métier du monde, ou presque. Et il faut le réinventer, le rajeunir, le moderniser peut-être. On sait qu'il y a beaucoup d'innovation dans ce domaine. Et c'est super, je suis tout à fait d'accord sur le... On essaye de craquer le modèle. Et pour ça, Xavier Niel est assez fort. Il l'avait fait pour 42. Il a créé une école de code gratuite, ouverte à tous, sans condition de diplôme, avec un modèle d'apprentissage très innovant qui avait été piloté par Nicolas Sadirac à l'époque, qui était d'ailleurs un des patrons d'Epitech où j'avais travaillé avec lui. Et là, le fait de s'attaquer à un autre métier, qui n'est pas dans le numérique. Tout le monde parle du numérique et c'est vrai qu'il y a plein d'opportunités, c'est génial, mais il y a plein d'autres métiers qui ont besoin de recruter, des métiers qui ne sont pas forcément bien en vue ou rendus sexy par la télé, par la communication, et alors que c'est des métiers où des gens pourraient s'éclater. Et je trouve ça bien qu'il y ait cette implication et qu'ils cherchent à casser le code, en fait, à craquer le modèle. Ouais, toujours aussi créatif, Xavier Niel. Dans l'actualité, qu'est-ce qui a retenu votre attention sinon ? Donc on a Hectare, on a également, juste avant de venir, je regardais sur Pôle emploi, j'ai vu qu'il y avait 51 000 offres de jobs pour des postes de commerciaux. Donc sur le site de Pôle emploi. Sur le site de Pôle emploi, c'est-à-dire que vous voulez être commerçant. Si vous avez une appétence commerciale, alors, vous pouvez partout en France trouver du boulot dans ces métiers-là. Et on parlait justement d'Hectare, et c'est intéressant de faire le parallèle avec le métier de commercial. Aujourd'hui, si je vous dis commercial, vous allez penser à Jean-Claude Convenant, Caméra Café, vous allez penser au Loup de Wall Street. C'est pas forcément des images qui vous donnent envie, qui vous font rêver, quoi. C'est plutôt soit un escroc, soit quelqu'un d'un peu has-been. Et en vrai, le métier de commercial a complètement changé avec l'actualité. Aujourd'hui, si vous escroquez quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller sur Internet, il va vous mettre un avis ultra défavorable. Or, quand vous achetez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez vérifier ce qu'en disent les autres. Donc ce que vous me dites, je suis Baudor, c'est la réputation va être un actif clé dans la formation et dans votre activité. Dans l'activité du commercial, la réputation est un actif clé, effectivement. Et donc, dans la façon dont on apprend à vendre, c'est plus la même. On n'apprend pas, tiens, vends-moi un stylo, on apprend à écouter son client. Et du coup, par rapport à Hectare, c'est pareil, c'est que le métier d'agriculteur, ce qui est important, comme le métier de commercial, c'est qu'il faut réussir à les rendre sexy, à les rendre sympas. On va voir pourquoi ce marché de l'éducation est un métier sympa, justement. Donc, pourquoi est-ce que ça attire en effet autant de créateurs, alors emblématiques comme Xavier Niel, comme vous ? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ce marché de l'éducation ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Alors vous avez deux catégories d'entrepreneurs qui vont se diriger vers l'éducation. Vous avez des entrepreneurs qui ont réussi, comme Xavier Niel, moi dans une moindre mesure bien entendu, et qui ont envie de le côté give back, de redonner. Je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs du numérique, de la tech en France, qui ont réussi, des gens comme Francis Nappé de Blablacar, le fait qu'il soit investi dans Hectare, ou Fred Mazzella, qui va donner de son temps sur plein d'activités non rémunérées. Pour la jeunesse. Cette culture un petit peu anglo-saxonne de se dire, voilà, moi j'ai réussi dans la vie, il est normal, logique que j'en redonne une partie à mon écosystème, à mon pays. Je trouve qu'on le voit de plus en plus. Et j'avais un entrepreneur, Success Soul, qui était venu nous voir un jour, qui avait fait un retour d'expérience à mes étudiants. J'avais adoré parce qu'il avait dit, moi je pense qu'il y a un dieu de l'entrepreneuriat. Donc j'imagine un espèce de grand totem et que je sacrifie 10% de ce que j'ai gagné à ce dieu de l'entrepreneuriat. Et ça m'avait interpellé. Et je lui ai dit, mais du coup, comment ? Et il me disait, j'investis dans des startups, dans des boîtes, sans forcément regarder un business model à 15 ans, mais juste parce que je sens l'équipe, j'ai envie de l'aider, j'aime le projet. Ouais. Et j'aime bien ce côté... voilà, désintéressé. J'ai réussi, je rends. Et ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'il nous disait, entre les boîtes où j'analyse extrêmement en détail le business plan et les boîtes où j'y vais au feeling, parce que j'y crois, je crois au projet, je crois à l'équipe, c'était pareil en termes de rentabilité à quelques années. Et d'ailleurs, ça reviendra un peu au sujet qui vous intéresse et votre méthode de sélection des candidats commerciaux que vous formez. On en parlera juste dans un instant. Mais au-delà de ça, souvent, on voit beaucoup de financiers s'intéresser aussi au marché de l'éducation, beaucoup de fonds d'investissement, parce que c'est un super business. Vous avez des étudiants pour 3, 4, 5 ans, donc très visible. En général, c'est payant et assez rentable. Alors le marché de l'éducation, effectivement, un marché qui est très bien parce qu'on le voit sur la durée. Moi, quand je dirigeais Epitech, un étudiant qui arrive en première année, je sais que je ne l'ai pas dans 5 ans. C'est 6, 7, 8 000 euros x 5. Donc, il a une lifetime value, comme on dit, qui est assez intéressante. Qui est énorme. Là-dessus, vous rajoutez une barrière à l'entrée qui est liée au titre, au diplôme. En France, en tout cas, c'est compliqué d'avoir son propre titre. Donc Rocket School, nous, on l'a eu, mais ça a été assez compliqué. Plus une marque, ce qui fait qu'effectivement, pour quelqu'un qui veut investir, les ratios, enfin les multiplicateurs sont assez importants dans l'éducation parce que c'est quelque chose qui est stable. Et on va toujours avoir besoin de former ces jeunes, ces enfants. Donc le marché de l'éducation est un marché qui est pérenne. Et le fait que les nouveaux outils et même la séquence actuelle, l'éducation à distance, ça a bouleversé quelque chose? Alors on s'est posé la question au début du Covid pour les écoles de dire est-ce que ça va faire une baisse d'activité? Et au final non. De ce que j'en entends, c'est plus ou moins 15% pour toutes les écoles. Et pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, vous arrêtez en bac+3. Il y a le Covid. Vous ne trouvez pas de boulot. Donc, vous poursuivez vos études. Donc, en termes de business pour les écoles, le Covid n'a pas freiné. Au contraire, le Covid a accéléré. Parce que n'ayant pas de travail, on continue ses études. Avec un embouteillage qui va arriver plus tard, du coup. Potentiellement. Et du coup, pour les écoles, effectivement, ça a été compliqué parce qu'il a fallu passer en distanciel. Nous, du jour au lendemain, en un week-end, on a passé nos cours en distanciel. Enfin, une partie de nos cours, ça a été très sport. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a gagné 4 ou 5 ans. Là. En un an, on a gagné 4 ou 5 ans d'accélération vers le numérique. On est capable aujourd'hui, on sait le faire. On connaît les avantages et aussi les nombreux inconvénients qu'il peut y avoir à ce type de formation. Ce qui est bien avec les entrepreneurs, c'est qu'ils positivent. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Rocket School, qu'est-ce que c'est? On va soulever le capot. Comment c'est né Rocket School? Alors Rocket School, c'est ma 3e vie professionnelle. Ma première de 20 à 30, j'avais fait une école d'ingénieur, EPITA. Et j'adorais la technique. Et de 20 à 30, j'ai revendu plusieurs boîtes dans l'informatique. Et à 30 ans, ayant plutôt bien vendu la dernière, je me suis dit, bon, j'ai plus tellement besoin de travailler, je vais faire le tour du monde. Donc je suis parti en Amérique latine pendant 3 mois. J'ai adoré au début. Et en fait, le tour du monde qui travaille beaucoup de... En fait, souvent, on dit, les entrepreneurs disent, ou les gens se disent, quand j'aurai gagné beaucoup d'argent, je vais m'acheter mon île déserte, j'arrêterai de travailler. Et en vrai, un entrepreneur, il ne peut pas. Un entrepreneur, on s'ennuie vite. Il s'ennuie, il a besoin de courir, il a besoin d'être dans l'action, il a besoin de faire des choses. Et en fait, c'est ce que j'ai vu. Moi, au 3e mois, j'étais en Argentine et je me rappelle, j'étais assis dans un bus et j'étais en train de faire le business plan de ma prochaine boîte. Et là, je me suis dit, Cyril, c'est trop tard, il faut que tu rentres, tu as remis le doigt dedans. Donc, je suis rentré en France pour faire ma 2e vie pro. Et en fait, la 2e vie pro, comme j'avais envie d'être utile, et donc je me suis dit, va dans l'éducation.
Donc, je m'apprêtais à créer ma propre école d'informatique à l'époque et j'ai été contacté par Nicolas Sadira, qui était le patron d'Epitech, qui m'a dit « J'ai besoin d'un bras droit, rejoins-nous sur Epitech pour qu'on développe ça à fond ». Donc j'ai trouvé ça génial, je me suis dit soit j'ai un petit impact, soit j'ai un gros impact sur Epitech. Donc j'ai rejoint Nicolas. On a passé Epitech de 2000 à 5000 étudiants, on a développé les partenariats, notamment on a travaillé avec HEC, où par la suite je suis devenu professeur affilié. Donc j'ai fait tout ça, j'ai aussi été un petit peu business angel, j'ai investi dans Blablacar notamment. Et en fait, il y a 4 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine. J'adore Epitech, j'adore HEC, mais c'est des écoles qui sont à 7 000, 8 000 ou 25 000 euros par an, enfin c'est cher. Et je me suis dit, aujourd'hui, le monde brûle, enfin c'est compliqué, il y a plein de problèmes partout. Et des écoles comme ça qui sont géniales ne sont pas ouvertes à tous. Et je me suis dit, si toi tu fais rien alors que tu as l'argent, que tu as les contacts, tu maîtrises la pédagogie, personne ne le fera. Et c'est comme ça que vous avez lancé Rocket School et réinventé le business model, hein, c'est le nom de cette émission qui va avec aussi. Alors quel est-il ce business model original? Alors, Rocket School, déjà, on a identifié un métier en tension. Ce qui est important dans l'éducation, c'est d'aller sur des métiers en tension. Si vous formez des gens qui, derrière, n'ont pas de boulot, vous allez vite avoir des problèmes. Donc, on identifie un métier en tension. Donc commercial. Tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin de faire plus de chiffre d'affaires, tout le monde a envie que ces boîtes marchent encore plus, c'est logique. Une fois qu'on a identifié ça, bien entendu, business model, on regarde la concurrence. La concurrence n'était pas énorme, il n'y avait pas énormément d'écoles, vous avez globalement des BTS, et il y avait une école qui s'appelle Euridis, qui fait le boulot. Les fameux BTS Action Co, c'est ça? BTS, NRC, MUC, etc. Donc tous les BTS pour apprendre. Sauf que c'est des formations où vous apprenez de façon très théorique. Vous n'allez pas prendre un téléphone et faire vraiment du phoning. Vous apprenez sur la théorie. Et donc on a identifié ce besoin. Donc le pain point. Voilà. Derrière le business model, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour associer excellence et inclusion. On parlait du business model, je reviendrai sur ça avant. Le business model des écoles, de toute façon, c'est soit les étudiants qui payent, soit les entreprises, soit Pôle emploi, soit les opérateurs de compétences, les fonds de formation. Donc nous, on a voulu une école qui soit gratuite pour les apprenants, donc on s'est dit qu'on allait mobiliser Pôle emploi, les opérateurs de compétences et dans une moindre mesure les entreprises. Mais donc une école en effet de formation supérieure privée, gratuite pour les étudiants, rien que cela c'est une innovation forte. Alors effectivement, la plupart des écoles privées sont payantes, mais comme l'objectif était d'avoir un sens, ou en tout cas une existence sociale et sociétale, un rôle sociétal, on a voulu que cette école soit gratuite. Donc dès le début, on a imaginé tout le modèle autour de cette idée que ce soit gratuit pour l'apprenant. Autre innovation, le recrutement, alors? Tout à fait. Le premier pilier de Rocket School, c'est de mettre la bonne personne au bon endroit. Et ce que j'en retire d'avoir fait 10 ans, 15 ans dans l'éducation, c'est que vraiment, ça ne sert à rien de former quelqu'un qui ne va pas s'éclater dans le boulot parce qu'il va être malheureux. Donc, il faut bien sélectionner les élèves. Il faut sélectionner les élèves. Alors, une école privée qui fait payer les étudiants ne va pas les sélectionner puisque c'est eux ses clients. Nous, ce n'est pas nos clients, les étudiants. Comme c'est gratuit, on va prendre que ceux qui vont réussir. Donc, comment on fait pour être excellent et inclusif? On utilise la personnalité des gens. Et un bon commercial, qu'est-ce qu'il doit aimer faire? Un bon commercial, il doit aimer aller vers les autres, par exemple. Il doit aimer les challenges. Il doit être persévérant. Quand on lui dit non, il ne dit pas « Ah, bon, tant pis ». Alors, comment vous le détectez, ça? Alors, on utilise justement des tests de personnalité. Il y a une société qui s'appelle un test qui s'appelle Assess First. Et chaque candidat, avant même d'échanger avec nous, avec un humain de chez Rocket School, va devoir passer ces tests. Et donc, on va identifier à sa personnalité s'il a des chances pour réussir ou pas. Et ça marche bien parce que ça fait 2 ans que vous existez, 800 élèves formés. Vous êtes content de cette formule de recrutement? Alors, on a 96% de retour à l'emploi. Donc, on est sur des taux d'insertion qui sont extrêmement élevés. Donc, de facto, ça marche. On est très, très sélectif. En fait, ça fonctionne un petit peu là-dessus. C'est-à-dire, le taux de sélectivité, on est à peu près à 5%, 5 à 10% des candidats. Donc 1 sur 20. Selon les villes. Donc on est vraiment sur... on a 1000 personnes qui vont postuler sur chaque rentrée. On a une rentrée tous les 3 mois. Et sur 1000 personnes, on va en prendre entre 50 et 70. Donc on est sur des tout petits volumes. Et en général, qu'est-ce qui ne marche pas quand... il n'y a pas de profil finalement Alors, on a des profils qui marchent. Ouais. Typiquement, sur commercial, on a beaucoup de sportifs.
j'ai un ancien champion de France de boxe thaï, j'ai une championne de France d'escrime. Donc des gens qui lâchent pas, qui sont capables d'endurer. C'est ça. Et j'ai aussi des footballeurs. Un footballeur, il a envie de gagner, le match. Marquer des buts. Donc il a envie de marquer des buts, il a envie d'y aller. Et donc on a 3 anciens joueurs de D2 ou un ancien joueur de DE en Suisse. C'est des métiers, c'est typiquement le champion Ahmed, qui était champion de France de boxe thaï, il faisait ça par passion. Puis un jour, il s'est dit, est-ce que pour 1 000 € par mois, je continue à prendre le risque de me faire casser la jambe et de ne plus pouvoir rien faire? Donc il a switché et là, il s'éclate dans ce job. Donc les sportifs fonctionnent bien. On a beaucoup de sportifs. Et alors, l'éducation, enfin la formation, j'imagine que là aussi, vous avez créé des nouvelles façons d'apprendre. Tout à fait. Et notamment, pour une raison, c'est que le métier du commercial a complètement changé du fait, ce qu'on disait tout à l'heure, de l'influence des réseaux sociaux. Et aux États-Unis, il y a une dizaine d'années, on a un ancien de Salesforce qui a écrit un bouquin qui s'appelle Predictable Revenue, qui est un peu la Bible sur le comment est-ce qu'on fait le nouveau commerce, alors qui date un peu, mais qui explique maintenant comment on fait. Donc en gros, la façon dont on enseigne le commerce et la façon dont il est fait en start-up. Donc on ne travaille pas qu'avec des startups, mais on utilise ces méthodes. Quelques exemples peut-être? Alors quelques exemples tout bêtes, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez récupérer des noms, des numéros de téléphone, des adresses e-mail, vous pouvez le faire à la main, ça va vous prendre un temps de dingue. Vous pouvez le faire avec des outils. Donc vous pouvez outiller votre approche. Donc ça, c'est se créer des listes de cibles. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Un autre exemple, c'est d'automatiser vos séquences d'email ou de relance. Quand vous êtes commercial, vous allez appeler une première fois. La personne n'est pas là, ou vous envoyez un email, elle ne vous répond pas. Et vous programmez de le rappeler 5 jours après, puis 10 jours après. Si vous le faites manuellement, vous avez toutes les chances d'oublier ou d'arrêter de relancer au bout de 2-3 fois. Aujourd'hui, on est capable de faire des modèles ou d'avoir des outils qui, automatiquement, vous faites tout de suite vos 4 emails, plus vos appels, vous les programmez. Et c'est dans votre CRM, vous avez les infos, les gens sont relancés automatiquement à partir de votre adresse mail. Donc on va automatiser, un peu industrialiser et personnaliser ces relances. Le commercial augmenté qui travaille avec les outils du jour, finalement. Tout à fait. Enfin, finalement, c'est le même métier, mais c'est un commercial high-tech qui utilise le numérique. Ok, Cyril, on va voir maintenant ce qui vous motive au quotidien dans ce parcours d'entrepreneur. Alors, on l'a vu, hein, vous êtes un serial entrepreneur, c'est comme ça qu'on qualifie les entrepreneurs récidivistes. Et vous avez ressenti ce besoin de donner du sens. C'est une entreprise qui a du sens. On a l'impression que maintenant, c'est le lot commun. Tout le monde cherche à avoir du sens dans son activité professionnelle. Alors, on pourrait presque dire, oui, c'est saut 2020, saut 2021. C'est vrai qu'il y a toute la notion d'impact est vraiment fortement mise en avant dernièrement, depuis 2-3 ans, et à la limite, tant mieux. Maintenant, on en voit les limites avec l'éviction du patron de Danone, ou une société qui disait on va avoir de l'impact, et puis finalement, pas trop quand même, essayons d'optimiser les gains. Il faut savoir placer le curseur, et c'est vrai que ça fait partie des thèmes d'actualité qu'on aurait pu commenter, parce que, en fait, mais c'est comme ça aussi que je comprends l'aventure de beaucoup d'entrepreneurs. Avoir de l'impact et être performant, ce n'est pas incompatible, voire même c'est ça qui permettra d'avoir de l'impact. C'est quand on aura trouvé un business qui fonctionne bien. De mon point de vue, l'impact, ou en tout cas cette aide je la vois plutôt d'une aide de quelqu'un qui vient plutôt d'un point de vue capitaliste, qui va vers de l'impact, plutôt que quelqu'un qui vient d'un côté très orienté jet, et qui va vers l'impact. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup, effectivement, on va rajouter dans l'équation l'idée d'être efficace, l'idée d'être performant. Et nous, on ne veut pas aider tout le monde, on veut aider ceux qui veulent s'en sortir. Quelqu'un qui est par terre, qui ne bouge pas, qui préfère rester chez lui à jouer à la PlayStation, qui reste chez lui. J'ai aucun problème avec lui, mais je ne veux pas qu'il soit dans mon école. Dans mon école, je veux quelqu'un, typiquement ce légionnaire qui est parti à Ronne à 18 ans, il avait le brevet, il est parti de France, il a fait 10 ans dans la Légion étrangère. Quand il est revenu en France, il n'avait que le brevet, il entendait tout le monde lui dire « non monsieur, vous n'avez que le brevet. Ah ben non, vous n'avez pas de diplôme monsieur. » Personne ne lui a tendu la main. Et lui, il avait envie de s'en sortir, donc on l'a aidé. Aujourd'hui, il est en CDI dans une boîte, il gagne bien sa vie, il est heureux, et il a un bac +3. Et lui, j'ai envie de l'aider, je n'ai pas envie de le laisser. Donc ce côté impact de l'entrepreneur, ou en tout cas qui vient du monde capitalistique, a effectivement cette notion de performance.
on aide, mais il faut que ça marche. Mais vous, Cyril, à titre personnel, qu'est-ce que vous allez en retirer financièrement avec ce business model, peut-être moins que si vous aviez relancé une autre start-up digitale? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs il y a quelques entrepreneurs qui font ça pour l'argent, d'entreprendre, et c'est vrai que c'est un moteur de ne pas avoir besoin de se poser de questions. Pour moi, à partir du moment où j'ai de quoi vivre correctement, bien, je vais aller au restaurant avec ma femme sans me poser de problème, ça va. Quand on pouvait y aller. Quand on pouvait y aller, effectivement. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs comme ça qui vont avoir envie d'avoir un impact sur le monde. Effectivement, gagner un petit peu plus d'argent, faire en sorte que mes équipes gagnent un petit peu plus d'argent, mais toujours dans une logique frugale. En fait, moi, j'ai jamais levé d'argent. On parlait tout à l'heure de levée de fonds. J'ai jamais levé d'argent. Et donc, j'ai toujours été dans une logique de un sou est un sou. Il faut être frugal dans son approche, tout en dépensant, mais frugalement, pour avoir de l'impact. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Quelle est l'ambition de Rocket School? Alors là, on est déjà dans 4 villes en France. On ouvre Lille, on va l'annoncer la semaine prochaine. On va ouvrir Bordeaux avant la fin de l'année. Et l'idée, c'est aussi d'aller à l'international. Donc on a des échanges avec Maurice, on a des échanges avec d'autres pays. Donc l'objectif, c'est de développer Rocket School donc, sur ces métiers de la vente un peu partout dans le monde. Donc d'abord la France, l'Europe et puis le reste du monde également. Et également, ensuite, on a un autre sujet, c'est d'aller vers d'autres métiers. Il y a plein d'autres métiers qui sont en tension. On parle d'hectares pour les agriculteurs, mais les artisans, les plombiers, les électriciens, ils sont en tension énorme. On ne trouve pas de boulot. Enfin, on trouve plein de boulot. Oui, pas de on ne plombier. trouve pas d'artisans, on ne trouve pas de plombiers. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a peut-être des gens qui s'éclateraient dans ces jobs, qui n'en ont pas forcément conscience et qu'on pourrait former pour aller vers ces métiers. L'émission s'appelle Business Model aussi, en référence au rôle modèle, aux personnes qui inspirent les entrepreneurs comme vous. Est-ce qu'il y en a? Alors, on a parlé de Xavier Niel, que je trouve extrêmement inspirant. En ce moment, je pense aussi à Octave Klaba d'OVH, qui est quelqu'un qui est un self-made man, qui est arrivé, qui de rien a créé des licornes françaises dans l'hébergement. Il y a ces histoires où il dormait près de ses serveurs, il faisait tout. Et je trouve ça extraordinaire, cette implication qu'ils peuvent avoir. Les personnalités très fortes. Extraordinaire. Ensuite, des profils comme Nicolas Sadirac, qui a créé 42 à l'époque, qui est plutôt dans l'éducation, qui avait créé Epitech avant, qui casse les codes, qui crée un modèle comme 42 avec du peer learning, on apprend entre pairs, il n'y a plus de profs. Quand il dit le contenu n'a aucune valeur parce qu'en fait, aujourd'hui, on le trouve parfait, c'est la curation qui a de la valeur, trouver le bon contenu. Et en fait, de tous ces gens qui cassent les codes, qui poussent les portes et qui permettent du coup d'avancer et qui le font avec bienveillance, avec l'envie d'avoir un impact sur le monde. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, vous en êtes un beau témoin et une belle illustration. Merci en tout cas, Cyril, de nous avoir présenté Rocket School. Et puis, on espère que ça donnera des idées pour venir pousser la porte de cette école. Merci à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models.